Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du film Un nuage entre les dents de Marco Picco, sorti en 1974. C'est un film qui a longtemps été introuvable et qui reste encore à ce jour assez méconnu. Et c'est Kissa4987 qui a proposé dans les commentaires de l'une de mes publications de parler de ce film. Et je l'en remercie puisque l'intérêt de cette chaîne, c'est aussi de faire découvrir certains films un peu oubliés, voire complètement méconnus. Pour ma part, j'avais découvert ce film il y a quelques années grâce à Internet, donc en dehors des circuits légaux si je puis dire, et je souhaitais en parler car c'est un film tout à fait original qui ne ressemble à aucun autre film français des années 70. En tout cas, aujourd'hui il est visible légalement, je me suis rattrapée, j'ai acheté le Blu-ray. Donc n'hésitez pas à en faire autant, puisque vraiment c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Alors si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Dis-moi quelque chose mon grand. Je comprends pas. Quoi? Je comprends pas pourquoi t'as mis tes fils dans une école de filles. Que moi, je suis fille? Oh bien, je me suis tombé de sortie. Devinez! Je sais pas moi, c'est à propos de San Francisco. Il y en avait un qui avait un cache-nez rouge, et l'autre un cache-nez bleu. Et c'est con que Prévost soit pas divorcé, parce qu'on aurait pu faire un truc sur la garde des enfants, sur les traumatismes infantiles. Où sont les cow-boys? Je comprends, ici, il y a des arbres, il y a des oiseaux. C'est provincial, pastoral presque, bucolique. Le film s'ouvre sur nos deux protagonistes, Malinsart, joué par Philippe Noiret, et Prévost, joué par Pierre Richard, que l'on voit de dos dans une voiture qui fonce à toute allure. Tandis qu'il roule à fond les ballons, il disserte sur un sujet très original, les nuages. Un sujet de conversation très calme qui contraste complètement avec la vitesse à laquelle ils sont projetés dans la ville. On note que la voiture sort d'un tunnel complètement noir et lorsqu'ils en sortent, on découvre un Paris grisâtre, comme nimbé de poussière, comme ces nuages dont il parle. Et à l'image de ce Paris empoussiéré, sale, on découvre nos deux vedettes d'ordinaire si bien mises, dans un état crasseux, mal rasé, d'un aspect négligé. Nos deux protagonistes, Malinsart, reporter au Soir de Paris, et Prévost, photographe, se rendent sur une scène d'accident. On comprend pourquoi ils roulent si vite, ils cherchent à avoir l'exclusivité d'un article qui sera publié dans la rubrique Faits divers. Le film d'ores et déjà nous plonge dans une ambiance d'humour noir, tandis que Prévost se précipite comme un vautour pour prendre des photos sordides de la scène horrible, il éructe bruyamment. Je suis trop bouffé, moi. Ça évidemment de cassoulet. Voilà pour la présentation de nos deux personnages principaux. Autour d'eux gravitent plusieurs personnages, dont le directeur du journal, joué par Claude Pieplu. Vous allez voir que c'est un film qui laisse la part belle au second rôle de qualité. Le directeur du journal est un homme cynique qui tente de se parer de bonnes intentions. Il choisit les sujets de son journal uniquement en fonction des ventes qu'il escompte et il charge Malinsart et Prévost de s'occuper de la rubrique Faits divers. Ainsi, Malinsart et Prévost sillonnent les rues de ce Paris en grands travaux. Les deux hommes vont chercher les enfants de Prévost à l'école, ce qui de nouveau donne lieu à une scène d'humour noir. En effet, ils se sont trompés de porte. Au lieu d'être devant la porte de l'école des petits garçons, ils sont devant la porte de l'école des petites filles. Comme deux grands enfants avec leur petit paquet de bonbons, ce qui attise les soupçons des mères de famille qui attendent leur petite fille. Elles les prennent pour des satyres. Et ça aura son incidence dans la suite de l'histoire. En tout cas, à plusieurs reprises, Prévost fait preuve d'une étourderie totale par rapport à ses enfants. Il manque plusieurs fois de les perdre jusqu'à ce qu'ils les perdent réellement de vue. Les enfants sont heureusement ramenés chez une nounou puis chez leur mère, ça nous autres spectateurs nous le savons. En revanche, Prévost et Malinsart n'en ont aucune idée et commencent à échafauder des hypothèses sordides par rapport à la disparition des enfants. Cette histoire va arriver aux oreilles du directeur du journal qui lui va carrément inventer une histoire de kidnapping. Ils ont disparu. Kidnappés? Non, Malinsart a pas dit ça. Comment les cow-boys n'ont pas dit ça pour un gosse? Il n'y a pas 36 manières de disparaître.
crois même un kidnapping. Ah non, taratata, et tous ces détournements d'avions, et les enlèvements d'ambassadeurs en Amérique du Sud, et les otages. Et la mer d'assaut. Et la mer d'assaut, oui. Et le petit duché, et le fils Rothschild, c'est pas des kidnappings, tout ça, une vraie épidémie, oui. Et ça va être le début d'une course à la mort pour nos deux protagonistes. Maintenant, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à voir le film maintenant qu'il est facilement trouvable. Penchons-nous à présent sur la genèse et les coulisses de ce film réalisé par Marco Pico. Marco Pico, c'est un réalisateur qui a débuté sa carrière en tant qu'assistant d'Yves Robert, fonction qu'il va occuper pendant 8 ans. Et c'est Yves Robert qui lui fait rencontrer Pierre Richard afin qu'il l'épaule sur la réalisation de son premier film, Le Distrait. Les deux hommes s'entendent bien et Marco Pico va apporter son aide sur les autres films de Pierre Richard. En parallèle de cette fonction d'assistant réalisateur, Marco Pico écrit également des scénarios, dont celui du Nuage, juste avant la réalisation du film Je ne sais rien mais je dirai tout, soit en 1973. Pour ce film, il envisage instantanément de confier les rôles titres à Pierre Richard et à Philippe Noiret. En 1973, ces deux acteurs ont vraiment un statut de vedette. Pierre Richard sort du succès du Grand Blond avec Une chaussure noire et Philippe Noiret de La Grande Bouffe. Deux grands films à leur manière, avec deux titres qui comportent le mot grand et deux grands acteurs. Marco Pico se présente aux artistes associés, la filiale française de la boîte de production United Artists, pour proposer ce scénario et le nom des deux acteurs qu'il envisage en tête d'affiche. Il prend contact avec Saul Cooper, un nom qui doit vous dire quelque chose si vous avez regardé ma vidéo sur le viager. Voyant le nom des deux acteurs principaux, les producteurs acceptent immédiatement de financer le projet, sur cette seule base, et Yves Robert est nommé producteur délégué. Malheureusement, Saul Cooper, qui s'occupait du projet au départ, quitte les artistes associés en cours de route et il est remplacé par un producteur moins chevronné qui se laisse beaucoup plus influencer par Yves Robert. Or, ce dernier fait pression pour remettre le film sur le droit chemin et lui faire adopter un ton plus correct. Il est par exemple effaré de voir sa vedette du Grand Blond avec Une chaussure noire avec un aspect négligé et sale. Aussi, Marco Pico doit-il se battre pour imposer ses choix artistiques. Le titre du film fait également l'objet d'un débat. Les producteurs ne le comprennent pas et souhaitent adopter un titre plus commercial, Deux cow-boys en folie. La question est tranchée grâce à un pari. Marco Pico et les producteurs se rendent dans un restaurant et ils demandent tout simplement au serveur de choisir entre les deux titres. Et grâce à ce serveur qui a eu bon goût, on a le titre Un nuage entre les dents. Ainsi, le tournage peut commencer tranquillement. Il se déroule à Paris puisque Marco Pico souhaitait faire un film où vraiment il puisse explorer, fouiller cette ville, et c'est la raison pour laquelle il a choisi le thème du journalisme. De plus, en 1974, Paris connaît une époque de grands travaux, donc on a encore plus ce décor propice aux fouilles, à l'exploration. D'ailleurs, de façon amusante, Philippe Noiret tourne un western en parallèle, le film Touche pas à la femme blanche de Marco Ferreri, qui prend également ce pari en travaux comme décor. Et dans Le nuage entre les dents, il y a aussi un côté western avec la musique du générique, le fait qu'on les appelle les cow-boys, et puis ces éléments de course-poursuite. Parmi les lieux de tournage, on peut citer la place des Fêtes qui est désormais complètement démolie. Ainsi, ce film permet d'immortaliser ce Paris en pleine période de transformation. Il y a d'ailleurs un côté documentaire au film. En effet, Marco Pico aime la spontanéité, il aime saisir l'instant et c'est pourquoi il fait très peu de prises. Il essaye autant que faire se peut de faire oublier aux acteurs qui sont en train de tourner un film. On a en tout cas une impression de prise sur le vif, une impression de documentaire, et pourtant les scènes sont très minutieusement préparées. Les mouvements sont répétés en amont, c'est une quasi-chorégraphie que Marco Pico prépare, et de cette manière, une fois que tous ces détails sont réglés, la comédie, elle, peut s'exprimer dans le jeu des acteurs. Par ailleurs, Marco Pico s'intéresse à toutes les corporations du cinéma, les décors, les costumes, la lumière, et cette connaissance lui permet d'avoir un œil sur tout. Il a une vraie vision et chaque plan comporte sa touche personnelle. Avec son chef opérateur Jean-Paul Schwartz, il fabrique une série de grandes ouvertures, et cette technique ne se fait pas sans difficulté puisqu'elles sont montées sur une ancienne caméra. Cette technique permet de réduire la profondeur de champ, de se focaliser sur les personnages dans le cadre. Ainsi, Marco Pico est impliqué à tous les niveaux de l'élaboration de ce film. C'est un vrai film d'auteur. Concernant les deux acteurs principaux, Philippe Noiret et Pierre Richard, ils sont enthousiasmés de travailler ensemble. Ils viennent de deux registres différents. D'ailleurs, ils se sont déjà rencontrés sur le tournage d'Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert, film dans lequel Pierre Richard tenait un second rôle. D'ailleurs, pour Pierre Richard, c'est un petit peu nouveau parce que ce n'est pas un film comique avec des gags visuels, c'est un film qui comporte de l'humour, qui peut être drôle, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas du tout de gags. Et cela lui permet aussi de jouer
de manière naturelle. Pierre Richard est naturellement impressionné par Philippe Noiret, comme Michel Galabru dans Le Juge et l'Assassin. C'est vrai que c'est quelqu'un qui en impose. Il faut en effet noter que physiquement, Philippe Noiret en impose. Il est très massif et il a une voix aussi très impressionnante. Donc il prend de la place dans le cadre et en plus il a cette voix remarquable. Tandis que Pierre Richard, lui, il est certes grand mais il est filiforme, donc il faut vraiment qu'il fasse entre guillemets des efforts pour pouvoir s'imposer face à Philippe Noiret. On a l'image d'un vieil ours avec un chien fou. Le tournage se passe très bien car Marco Picco sait s'adresser à ses acteurs, sait les mettre en confiance de manière à ce qu'ils puissent oser des choses. C'est vrai que concernant Pierre Richard, c'est quand même non seulement un rôle un peu nouveau pour lui parce qu'il n'y a pas de gag, mais en plus il doit vraiment ternir son image à fond. Philippe Noiret, lui, dans La Grande Bouffe, il avait déjà des choses assez osées à dire, à faire, mais pour Pierre Richard, c'est assez nouveau. Dans ce film, quand même, on le voit rôter, on le voit vomir, enfin, des choses vraiment qu'il n'a pas l'habitude de faire et qui demandent, oui, à être mises en confiance par le réalisateur. Enfin, un petit mot concernant la fameuse scène de l'éléphant. Eh bien, il se trouve que Marco Picco a réellement vécu une scène comme celle-ci. En fait, il sortait d'un restaurant avec nul autre que le frère de Jean-Paul Belmondo et ils ont vu tout simplement un éléphant qui s'était échappé du zoo dans la rue. Donc il a tenu à mettre cette anecdote en image dans le film. À présent, nous allons en proposer une petite analyse. Un nuage entre les dents est un film original, singulier, voire inclassable. Il s'ouvre sur une musique un peu western et les deux protagonistes sont appelés cow-boys, ce qui donne une impression qu'il s'agit d'un western. Outre la musique de début et de fin de générique, il n'y a aucune musique dans le film, ce qui renforce ce côté un peu moderne, un peu original. C'est un film à l'humour noir, comme on l'a déjà vu précédemment. On note que Marco Picco aime bien insérer des éléments totalement futiles au milieu de moments très graves. La rue, vous ne ressentez pas ce malaise, cette brutalité latente, ces regards glacés, inquisiteurs qui vous effleurent comme des mythes dans la nuit. L'enfant d'un journaliste est toujours à la merci d'un ravisseur et la vie des parents continuellement hantée par l'éventualité ô combien possible d'un kidnapping. Vous avez fini de me... J'ai perdu un de mes verres de contact. Ah bon, bah c'est ennuyeux, ça. Où est-ce que vous étiez quand vous l'avez perdu? Il y a plusieurs moments de cet acabit dans le film. Par ailleurs, le couple de personnages peut s'apparenter à un duo comique. Ils sont tous les deux très différents. On a un vieil ours mal léché, un Albert Londres des banlieues, comme le nomme Marco Picco, en la personne de Malinsart, et un chien fou, un jeune coq, en la personne de Prévost. Malinsart est en surpoids, il est imposant, tandis que Prévost est maigre, filiforme. Donc un gros et un maigre, c'est vrai que ça fait une image de duo comique déjà. Et puis, ils passent leur temps à s'engueuler comme un vieux couple. Et pourtant, ils sont loin d'être drôles, nos deux lascars. D'un cynisme sans pareil, on peut les comparer à des vautours qui se jettent sur une proie, lorsqu'ils surgissent sur des scènes d'horreur pour pouvoir faire des reportages. On note que sur le lieu de l'explosion au gaz, tout le monde est en train de pleurer, sauf Malinsart et Prévost qui font preuve d'une froideur et d'une indifférence totale. En violent, Prévost passe son temps à se bagarrer et Malinsart fait preuve d'une froideur inquiétante lorsqu'il met en scène la mort de Bobby Pilon, incarné par l'inénarrable Michel Perlon. Cette scène d'ailleurs est un autre exemple d'humour noir. Il essaye de faire passer sa mort pour une crise de cirrhose. Il veut faire passer ça pour une cirrhose et du coup il fait un petit peu une sorte de diagnostic à la One Again pour peut-être se convaincre qu'il s'agit bien d'une cirrhose. On a un peu l'impression du docteur Lulu dans Striptease, pour ceux qui ont la référence. Attention, dans 45, attention. Oh, t'en fais beaucoup, ça. Non, tu montes de tension, t'as grossi. 45. Le film se déroule en grande partie dans le milieu du journalisme et en propose une critique, bien évidemment. Critique qui est toujours d'actualité. Il faut vendre coûte que coûte, seul le buzz compte. Le jeune et naïf Jolivet l'apprendra à ses dépens. Lui qui se présente plusieurs fois au directeur pour proposer un sujet intéressant, à la fin du film, on voit qu'il est complètement désabusé lorsqu'il se rend compte que le directeur n'est aucunement intéressé par les faits ou par la vérité. Mais monsieur, vous comprenez pas, ils sont rentrés tout seuls. Ils n'ont jamais été kidnappés. Ouais, bon, on verra ça ce soir, Jolivet.
Le personnage du directeur, lui, est cynique et de mauvaise foi. Il fait de beaux discours sur le respect du public qui lit la presse, mais tout ce qui compte pour lui, c'est les ventes. Et c'est lui qui monte en épingle cette histoire de kidnapping d'enfants. On peut mentionner le passage où le directeur du journal entend le mot sadique et son visage s'illumine, il a une mine absolument ravie parce qu'il sait que ce terme est associé à des ventes phénoménales. Il enjoint d'ailleurs à la discrétion, c'est-à-dire à ne pas prévenir les services de police concernant cette affaire puisqu'il souhaite vraiment avoir l'exclusivité. Ainsi, même si la vie des gosses était réellement en danger, il s'en foutrait puisque le but c'est de vendre du papier. Un bel exemple de déontologie journalistique. Et on se rend compte ainsi que le journal, c'est le lieu de la fabrication des histoires. Un nuage entre les dents propose en effet une histoire sur la fabrication des histoires. Le film propose certes une critique du cynisme des journalistes, mais il les présente aussi et surtout comme des fabricants d'histoires, comme des conteurs. Et non seulement ils les inventent, mais ils finissent par y croire. C'est Malinsart le premier qui insinue dans l'esprit de Prévost le soupçon. À peine revenu du lieu où ils ont perdu les enfants, Malinsart lui demande s'il n'a pas trouvé que l'atmosphère était étrange. De fait, il n'y avait rien d'étrange. Mais Malinsart, sans doute par déformation professionnelle, va débusquer l'étrange, le bizarre, partout. Et c'est par sa faute que les ennuis commencent. Ce mensonge qu'il se raconte va les mener très loin. Ils vivent une sorte de descente aux enfers à la recherche d'un coupable qui n'existe pas. Dans la nuit parisienne, les deux hommes sont comme deux vampires. Ils s'introduisent dans un hôpital et interrogent brutalement des blessés qui n'ont rien demandé. Assoiffé de violence et de sordide, Prévost interrompt d'ailleurs l'interrogatoire pour prendre une photo d'une femme qui est en train de se suicider. Tu te reconnais, là? Hein? Ça te dit rien de petit garçon de 4 et 6 ans? Hein? C'est un peu facile, l'alibi de l'accident. Où t'étais cet après-midi? Mais t'as fini de faire le singe, dis. Tu vas répondre à ce que je te demande. Où t'étais cet après-midi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Une bonne femme qui va se jeter. Ils fouillent dans des milieux interlopes, introduisent chez des gens, nomment de potentiels coupables, tout cela fondé sur absolument rien. Ce ne sont que des fictions qui se racontent, et nous autres spectateurs, nous sommes entraînés dans cette pseudo-enquête. Cette fabrication de l'histoire est d'ailleurs très bien résumée par une réplique du directeur « Nous sommes au bord de l'événement ». Et donc, à défaut d'avoir des événements, il les crée, il les invente. D'ailleurs, le passage qu'on a évoqué plus tôt où ils mettent en scène la mort de Bobby Pillon est aussi une manière d'inventer une histoire. Il transforme la réalité par la pensée, la parole et les actes. Si l'on considère ce film comme une sorte de western moderne, on a deux personnages qui se battent contre des ennemis imaginaires. Comme deux enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens, mais avec des répercussions absolument tragiques. On a aussi l'impression de deux fous évadés de l'asile qui vivent dans leur imagination. Le titre du film m'a paru au premier abord un peu mystérieux, comme quand Marco Pico l'a proposé au producteur. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de la fumée d'une cigarette, pourquoi pas, mais l'image du nuage, c'est aussi la pensée, les rêves, une espèce d'image un peu évanescente, en tout cas une image assez poétique, qui contraste complètement avec l'aspect crasseux des personnages. En tous les cas, on a bien affaire à deux personnages qui ont la tête dans les nuages à leur manière. Je pense aux étourderies successives de Prévost, aux dissertations sur les nuages de Malinsart, mais aussi, et bien évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce. Je ne parle pas de la scène de l'éléphant, mais cette propension à inventer des histoires et à y croire. C'est aussi un film qui présente des moments oniriques. Cette scène de l'éléphant semble un petit peu arrêter le temps. Juste avant, les deux protagonistes enlèvent Bobby Pillon de manière assez brutale, et puis tout d'un coup, cette scène de l'éléphant vient comme faire une sorte de pause dans le film, une pause un peu, une sorte de rêverie. On a donc un film où la rêverie, le rêve même, peut surgir. Enfin, l'aspect onirique est aussi transmis par la structure du film. Au tout début du film, on a des personnages qui sortent d'un tunnel et à la fin, ils y retournent.
comme si tout ce qui s'était déroulé au milieu n'était qu'une sorte de parenthèse cauchemardesque. À la fin du film, les deux personnages ne semblent d'ailleurs n'avoir tiré aucune leçon de ce qui leur est arrivé, comme deux fous bien inclus dans la société. En somme, Un nuage entre les dents est un film sur deux désaxés dont on suit la course délirante et nous spectateurs acceptons que absolument tout est possible avec ces deux personnages. En cela, c'est un film très original sur le fond comme sur la forme, tout à fait différent de ce que le cinéma français proposait à cette époque et à cet égard, il mérite d'être vu et revu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Le cas échéant, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à bientôt et boujou chez vous.